Ils sont entrepreneurs, ils sont passionnés de sport, ils ont leur place dans Business 365 et c'est le cas de notre invité du jour, Ghislain Guyot. Bonjour, Ghislain Guyot est avec nous. Un parcours assez atypique, on va le voir, un passionné de sport, mais alors de tous les sports, un petit peu plus quand ça fait vroom vroom d'ailleurs peut-être, on le verra. Alors vous allez me raconter tout ça. Vous allez me raconter d'abord comment vous êtes passé, alors, il va falloir faire un raccourci, de chef de projet dans la branche marine de Yamaha à entrepreneur aujourd'hui. Je vois que vous êtes bien informé. Hein. Et c'est que le début. C'était circonstanciel. J'avais 24 ans, puis j'aimais tout ce qui était sport de glisse. À l'époque, Yamaha lançait une gamme de produits qui s'appelait Marine Jet, plus connu sous le nom de jet ski. Et ils recherchaient un chef de produit national. J'avais pas tout à fait l'âge, mais j'ai réussi à passer les mailles du filet, à me faire embaucher. Donc pendant 5 ans, je les ai représentés. J'ai mis en place leur réseau. J'ai développé la vente de jet ski en France, puis ensuite, j'ai eu l'opportunité de le faire à l'international pour une autre grande firme nord-américaine, canadienne plus exactement, sous le nom de Bombardier. Donc, j'ai touché à différents produits motorisés sportifs, hein, la moto, le jet ski, le quad, la motoneige. C'était ma vie pendant une quinzaine d'années. Puis un jour, les circonstances ont fait que j'ai pu devenir entrepreneur. Et, c'est pas que les circonstances qui font qu'on devient entrepreneur, hein, c'est aussi une volonté, parce qu'il faut en passer les obstacles. Ah oui, il faut en passer. Il faut déjà trouver des fonds d'investissement privé, hein, parce que quand on démarre une boutique, si le projet il est un petit peu lourd à porter... C'était quoi le projet alors ? Le projet, c'était de créer ma propre marque de quad. À l'époque, il y avait une émergence des produits, des pays de l'Asie du Sud-Est, notamment Chine, Taïwan, Corée, qui arrivaient avec de la technologie, qui offraient des produits en concurrence avec les produits japonais, les produits nord-américains, à des prix très compétitifs. Et donc, c'était l'opportunité pour des entreprises comme les miennes de créer sa propre marque, de venir la distribuer dans plusieurs pays en Europe. Évidemment, ça demande des fonds. Donc, j'ai eu la chance d'avoir des gens qui m'ont fait confiance, qui ont investi dans le projet. On est aujourd'hui représenté dans une douzaine de pays. On a des importateurs qui ont leur propre réseau, qui distribuent nos produits. Puis, comme le succès appelle les opportunités, d'autres marques sont venues frapper à la porte, nous ont offert... C'est-à-dire que vous proposez aux marques pour représenter et nous avons notre propre marque. Et comme nous avons un réseau assez solide en Europe... Vous mettez ce réseau au service d'autres marques. Absolument. D'autres marques qui ne sont pas en concurrence directe avec les produits de la marque Gauze. On a pris d'autres marques comme CF Moto. Et puis l'opportunité faisant, l'idée c'était d'aller chercher une croissance autre que les produits à mobilité motorisée. Et j'ai eu l'opportunité de rencontrer des gens de chez Ed. Alors, on va en parler dans quelques instants de Ed, parce que ça nous ramène évidemment historiquement au tennis, et maintenant, vous allez le voir, au cyclisme. Mais j'aimerais quand même parler du quad, parce que j'ai lu quelque part que votre rêve, en fait, c'était pas d'être le patron que vous êtes aujourd'hui, mais c'était d'être un grand quadeur. On dit comme ça ? On dit un grand quadeur. Enfin, avant d'être un grand quadeur, je voulais être un grand jet skieur. Mais bon, c'est difficile d'allier à la fois le sport tous les jours au quotidien et d'avoir de bonnes performances au niveau compétition, et puis d'être professionnel. Donc en jet, j'étais plus jeune, j'avais entre 25 et 35 ans, donc je pouvais vraiment m'entraîner tous les jours et avoir des résultats assez probants. Quand on arrivait au quad, j'avais déjà pris un peu d'âge, j'avais beaucoup moins de temps, et j'étais surtout beaucoup moins bon. Donc j'ai jamais pu devenir un grand pilote, j'aurais bien aimé, mais c'est absolument pas le cas. Par contre, c'était assez sport, et c'est toujours très sport, c'est toujours très enrichissant. Les affaires, le développement international, le développement national. Et là, vous avez participé en tant que sportif, cette fois-ci, à des aventures. Oui. On ne parle plus de sport de haut niveau, mais on parle d'aventure, notamment la Maoxian, qui veut dire aventure en chinois. Et ça se passe dans un désert qui fait rêver tous les aventuriers. C'est le désert de Gobi, racontez-moi. Oui, désert de Gobi. Le Maoxian, c'est un programme qui a été créé par la marque Gauze, qui est assez atypique sur le marché. C'est un petit peu... si vous voulez, on cherche... la marque Gauze cherche tous les ans, sur une semaine, on invite différentes rédactions, et on doit chercher un territoire où un quad n'a jamais posé sa roue. C'est extraordinaire. Donc vous allez visiter, vous êtes en primeur pour visiter et découvrir un paysage que personne d'autre n'a vu en quad, peut-être à pied, peut-être en voiture, mais jamais en quad en tout cas. Et donc, c'est un programme où on va rouler pendant une semaine. Alors, au début, on roule assez vite. Puis, très vite, on se rend compte que les paysages sont tellement extraordinaires qu'il ne faut pas rouler trop vite. Il faut profiter de l'environnement. Il faut rencontrer des gens. Il faut être au contact des gens. Donc, on a pu faire le Tibet. On a fait le Grand Canyon chinois, parce qu'il y en a un. On a fait Dongguan, qui est le départ de la route de la soie, un des plus principaux départs de la route de la soie en Chine, avec un morceau de muraille qui date de 500 ans avant Jésus-Christ. Donc, elle est pas récente. Enfin, on rencontre des paysages absolument extraordinaires, et il y a des passages techniques quand même de pilotage, parce que le désert de Gobi offre probablement les plus grandes dunes au monde, j'imagine. Enfin, en tout cas, plus grandes que celles du Libye.
Et ça devient vite très technique. Et là, on se fait, en plus que ce soit beau, on se fait terriblement plaisir. On revient au business. C'est le principe de cette émission, d'allier donc la passion du sport et le business. Alors le business, ça vous a amené une rencontre avec une marque très connue, notamment des joueurs de tennis. C'est la rencontre avec la marque Ed. Et là, vous allez proposer votre réseau et devenir... racontez-moi ce qui se passe avec Ed. D'abord, on ne parle pas seulement de tennis, on parle même plus de tennis avec vous, on parle de vélo. On parle de vélo. Oui, c'est plus du tout le même métier. Vélo, c'est... encore, circonstances ont fait que j'ai pu rencontrer les gens de chez Ed qui avaient pour objectif de développer une troisième corde à leur arc, à savoir le vélo, en plus du tennis et du ski. Et ils étaient en recherche d'une entreprise qui allait leur offrir, qui avait une grande expérience dans la gestion de réseau et qui leur offrirait l'opportunité de se développer sur le marché français, belge et suisse. Et on a eu la chance qu'ils nous fassent confiance. On a signé un contrat avec eux en exclusivité. C'est-à-dire qu'Ed, plutôt que de se dire on va monter notre réseau, on va s'appuyer sur notre réseau existant du tennis et du ski, ils préfèrent aller vers vous et vous demander de prendre ça en main. Oui, parce que c'est un autre métier. Et c'est tellement un autre métier que le réseau que nous avons aujourd'hui, ne serait-ce qu'en France, on travaille avec un peu plus de 200 concessionnaires. On ne peut pas passer réellement par ce réseau parce que c'est un réseau très spécialisé, le vélo. L'industrie du vélo est globalement un monde très complexe. C'est-à-dire qu'on a un système de distribution multicanal, les grandes surfaces spécialisées, alimentaires, les vélocistes spécialistes, Internet. Tout ça fait que ça complexifie énormément la distribution. Et ça nous a amené à avoir un raisonnement de fond. Quels fondamentaux allons-nous utiliser pour distribuer et lancer la marque Ed sur le marché français, sachant que le marché n'attend pas après Ed pour être présent dans le vélo. Quelle est la valeur ajoutée? Pourquoi un consommateur va aller chercher un vélo Ed plutôt qu'un vélo de marque traditionnelle et très, très implanté dans le circuit? On a déjà la chance, enfin je dirais que le ratio fondamental de Ed est le développement technologique. Donc aujourd'hui, il y a une gamme d'un peu plus de 60 vélos qui est proposée par l'usine Ed. Et certains de ces vélos sont des développements à proprement parler faits par Ed au niveau des cadres, de la géométrie, etc. Pour d'autres, notamment des vélos plus entrée de gamme, on fait appel à ce qu'on appelle du produit générique. Donc ce sont des cadres que l'on peut trouver notamment chez les fabricants taïwanais. Et tout ce qui touche l'équipement à proprement parler des vélos, toutes les marques, quelles qu'elles soient, fait appel aux mêmes équipementiers. On a 2-3 équipementiers dans le monde, enfin de taille, avec des masses critiques importantes, qui offrent des dérailleurs, des freins, des roues, etc. Et tout le monde fait appel à ses meilleurs dans leur spécialité pour composer leur vélo. La marque Ed est donc assistée par des spécialistes du vélo. Ils ne font pas appel aux mêmes spécialistes que pour le ski et le tennis. Et je pense qu'aujourd'hui, ils ont réussi un sacré challenge parce qu'ils offrent une gamme où on a vraiment des vélos qui sont assez innovants sur certains segments, notamment dans le VTT, le cross-country. Cette année, nous lançons une gamme avec une géométrie vraiment très confort, avec un vélo qui est très nerveux, très léger, moins de 10 kg, en DI2. C'est-à-dire que maintenant, nous n'avons plus de câbles pour changer de plateau de vitesse, c'est en Wi-Fi. Donc on allège aussi le poids du vélo. On arrive avec une technologie assez intéressante. On a aussi du dérivé avec, là on voit une photo avec un vélo qui s'appelle, une fourche qui s'appelle RockShox, c'est-à-dire qu'on a une fourche inversée comme en moto, donc on a encore une meilleure qualité d'absorption des chocs et du maintien du vélo lorsqu'on opère avec celui-ci. Alors maintenant il faut faire de la com, il faut se faire connaître, il faut faire entrer dans la tête des gens que Ed, c'est pas seulement le ski et la raquette de tennis. Absolument. Et c'est pas le plus facile. Absolument. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Ed a un coefficient de sympathie très très fort dans les deux secteurs que vous avez soulevés. Maintenant, dans le vélo, on a tout à démontrer et tout à faire. Donc, on s'y emploie. On équipe une quinzaine aujourd'hui de jeunes qui font partie du pôle technologique de Marseille. Ces jeunes sont tournés en cadet ou en junior en équipe de France. Ils tournent sur des vélos Ed et ils sont en développement avec différentes équipes techniques pour. J'ai eu l'occasion de vous croiser au Pied du Ventoux où vous faisiez des opérations de RP. Oui, on fait aussi des opérations de RP. On a eu la chance d'aller dans une magnifique région où on a pu faire découvrir la gamme à différentes personnes. Des leaders d'opinion, comme on dit. Voilà, des leaders d'opinion qui ont fortement apprécié d'ailleurs certains types de vélos qu'ils ne connaissaient pas, qui étaient le semi-fat, on appelle ça le 27.5+, qui offre un vélo à la fois fun, qui est joli, qui a une qualité d'absorption grâce au pneumatique très épais et aussi une portance. On peut traverser des vignes où la terre est très très meuble. On ne porte pas le vélo, on peut rouler dans les vignes, on peut faire plein de choses avec ce type de vélo.
Alors, autre chose pour vous faire connaître, un partenariat avec une triathlète, Audrey Merle, donc très très talentueuse. Elle a été championne du monde en 2015 dans la catégorie des moins de 23 ans, des espoirs. Vous avez parié sur elle. Et alors, c'est doublement intéressant d'abord parce que c'est une championne et une personnalité forte, qui est remplaçante d'ailleurs pour les Jeux Olympiques de Rio, qu'on risque de retrouver à Rio. Et puis, ça s'inscrit dans un pacte de performance. C'est l'opération qu'a lancée Thierry Braillard, donc le ministre, le secrétaire d'État au sport, pour justement faire ce mariage qui manque tant dans notre pays entre les entreprises et les sportifs. Racontez-nous tout ça. Et oui, en France, on n'a pas la chance d'avoir un système fiscal avantageux pour nos sportifs. Globalement, j'ai eu l'opportunité de rencontrer Thierry Braillard sur une réunion privée où il invitait des entreprises, où il exprimait globalement que quasiment 90% des athlètes sélectionnables pour les JO vivaient en dessous du seuil de pauvreté, soit moins de 800 €, qui était quand même assez surprenant pour un pays riche comme la France. Globalement, on n'a quand même pas des résultats si mauvais que ça, avec aussi peu de moyens. Donc l'idée de ce pacte, c'était de mettre en relation des entreprises et des sportifs pour les supporter dans leur sport au quotidien, c'est-à-dire qu'au lieu de penser comment ils allaient payer leur loyer à la fin du mois ou comment ils allaient payer leur caddie de course dans les grandes surfaces en fin de mois, ils allaient pouvoir se concentrer sur leur sport de manière professionnelle. Ils sont entre 25 et 35 heures par semaine, forcément ils n'ont pas beaucoup de temps de travailler, hormis leur sport. Donc le pacte performance permet à des entreprises PME comme la mienne de supporter Ça, vous avez un contrat avec l'athlète, sous l'égide du ministère, enfin du secrétariat d'État au sport, qui permet à l'athlète de vivre correctement pour préparer ses compétitions. C'est ça, il y a un aménagement qui est fait par le ministère des Sports, de manière à mettre en relation le sportif et l'entreprise avec un contrat d'image, tout simplement. Donc l'entreprise peut travailler avec l'image et créer aussi une jolie histoire avec ce sportif, parce que nous, en interne, Audrey Merle, on est en contact en permanence avec elle, on échange beaucoup, on échange en digital, on échange sur du print, on l'aide aussi dans son sport, on lui a fabriqué un vélo sur mesure. Ah oui, ça va jusque-là. L'objectif, c'est quand même de lui apporter quelque chose, une vraie valeur ajoutée dans son sport, c'est pas que de l'argent, finalement, on va pas aller bien loin. Donc l'idée, c'est aussi de la coacher, il y a des équipes... au sein de l'équipe EdSeek qui sont des gens qui sont très très bons préparateurs au niveau de la préparation physique et mentale et qui l'aident sur cette partie-là. Gislain Guillot, on termine par votre rêve. La prochaine étape, c'est quoi? Il n'y en a pas Si, il y en a, bien sûr, il y en a. Je dirais qu'aujourd'hui, on couvre les produits motorisés de roues. On commence avec les motos en 650 cm3, le quad, le SSV, le vélo. Et demain, pourquoi pas revenir au bateau? J'ai démarré avec ça, pourquoi ne pas finir avec ça? Merci d'avoir rendu visite à Business 365. Gislain Guillot, je rappelle que vous êtes le directeur général de GOZ. Et nous, on se retrouve pour une prochaine édition très bientôt. Merci.